Avec vous sur Sud Radio pour les débats avec aujourd'hui Dominique de Montvalon, journaliste politique, Jérôme Dubus, membre de La République En Marche, Noémie Alioua, essayiste et journaliste pour I24 News et Mehdi Ouraoui. Bonjour à toutes et à tous, Valérie. essayistes, spécialistes du discours politique. On va revenir sur la condamnation à 1 an de prison ferme de Nicolas Sarkozy. Il va faire appel. On va revenir sur cette condamnation et sur la solidarité de son camp. Les prix du gaz augmentent, on en a parlé hier et on voit que hier Jean Castex essaye de calmer un petit peu ces hausses et de donner des gages aux Français. Et puis assurance chômage, une réforme qui entre en vigueur aujourd'hui et puis bien d'autres sujets avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Et ben écoutez, on va commencer avec vous Mehdi, dans la bonne humeur, dans la bonne humeur, je sais pas, mais dans la bonne humeur, je sais pas, mais en tout cas dans un coup de cœur, ça de fait c'est une réalité pour un jeune Français. Alors, je vais avoir du mal à dire son nouveau nom japonais, mais qui se traduit par la montagne de pêche, ou la montagne aux pêches, donc Tosan ou Tonsan, je veux pas écorcher son nom, et qui est devenu, et c'est assez exceptionnel, donc je dirais pas cocorico, mais pas loin, qui est devenu moine zen il y a quelques heures de cela, parce qu'il a été ordonné moine zen il y a quelques heures. Et alors, il faut comprendre ce que ça veut dire moine zen. Il ne s'agit pas simplement de comprendre une liturgie, de s'intégrer à un clergé, etc. C'est quand même donc quelqu'un qui a dû, pendant des années, se recueillir et méditer en silence, parfois face à un mur, pendant 15 heures par jour. D'ailleurs, il explique lui-même qu'il a de la chance, je le cite, parce que une fois par semaine, il a le droit de ne pas méditer, mais que quand même une fois par mois, il y a 5 jours de suite où il doit méditer 15 heures par jour avec ses collègues moines zen. Et je trouve que la conclusion, donc je vais pas vous faire des heures sur ce garçon qui a l'air quand même très intéressant et qui s'est parfaitement plongé et immergé dans la culture japonaise, mais je trouve que la conclusion qu'il donne à son engagement est quand même assez incroyable, parce qu'il dit, là je vous cite un article du Monde, il dit le zen n'a définitivement rien à proposer, rien à offrir. Il indique uniquement un détachement, un appauvrissement, un doute ultime. Il n'y a rien à obtenir et c'est pour cela même que nous devons pratiquer. C'est pour vivre plus profondément ce mystère que je suis devenu moine. Et je trouve que dans la période dans laquelle nous vivons, qui n'est faite que de clash, de buzz, de réseaux sociaux, de se mettre en avant en permanence, de parler un peu fort, je trouve que quand même la démarche de ce garçon est assez exceptionnelle et méritait d'être un peu mise en lumière ce matin. Non, il est né en 92, il s'appelle Clément Sens et effectivement, il a été ordonné moine bouddhiste. Je trouve que c'est bien cette ouverture. C'est pas le premier, parce qu'il y a Mathieu Revel qui avait montré la voie. Mathieu Ricard, Mathieu Ricard, pardon. Oui. Enfin. Le fils de qui avait montré la voie, effectivement. Moi, je dirais, Mehdi, j'espère que tu vas en tirer quelques leçons pour notre débat. Ah bah non, mais quand on débat ensemble avec Jérôme, on est toujours zen. On n'est pas des moines, mais on est zen. On est zen. On parlera d'un autre. Des moines soldats. On évoquera un autre débat qui a été beaucoup moins zen hier soir. Noémie, vous, c'est un coup de gueule. Oui, absolument. En fait, je suis tombée sur l'extrait d'une conférence de Jean-Luc Mélenchon. Il donnait une conférence à l'ESCP, donc une grande école de commerce. Et en fait, au cours de son allocution, il annonce qu'il veut dissoudre la BAC, que s'il devient président de la République un jour, il voudrait donc dissoudre la BAC. Ça m'a beaucoup surpris. Il y a 2 choses qui m'ont paru énormes. La première, c'est le mépris. Le mépris pour les forces de l'ordre qui, on le sait, donnent leur vie pour des salaires de misère, pour garantir la sécurité des citoyens, faire respecter la loi. Et donc, c'est un mépris, mais au-delà de ça, beaucoup plus largement, on comprend bien qu'encore une fois, Jean-Luc Mélenchon ne comprend pas. Il ne comprend pas la question sécuritaire. Il est totalement sourd à cette question-là. Il ne la voit pas. Il reste uniquement sur les questions sociales, mais il ne comprend pas le mal-être sécuritaire. Il ne comprend pas cette montée de la délinquance. Il ne comprend pas toutes ces questions qui font que Zemmour, aujourd'hui, réussit à parler à un large spectre de l'électorat français. Tout cela, il ne le comprend pas. Et on le voit par cette idée saugrenue de vouloir dissoudre la BAC. À mon sens, c'est encore une preuve que Jean-Luc Mélenchon ne comprend pas une partie des problèmes des Français.
C'est dit. Une réaction, est-ce que... Oui, Mehdi. Une légère nuance avec Noémie, juste, c'est simplement, moi je suis pas tout à fait d'accord avec elle sur la BAC. Je trouve qu'il faut être vraiment complètement déconnecté de ce qui se passe, pas seulement dans les quartiers d'ailleurs, y compris en plein Paris aujourd'hui. Enfin, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, cette délinquance-là existe au cœur des grandes villes et au cœur des villes moyennes, etc. Donc, vouloir dissoudre les BAC est quelque chose, à mon avis, de complètement absurde aujourd'hui. En revanche, là où je rejoins Jean-Luc Mélenchon, c'est sur un point, sur la question des braves, qu'on connaît un peu moins, mais que les plus anciens d'entre nous, enfin voilà, on vieillit tous, mais connaissent sous le nom de voltigeurs, qui avait été dissous à la suite de la mort de Malik Oussekine, qui avait été dissous par la droite pour le coup. C'était pas voilà. Et ce sont ces policiers armés à moto. Et je crois que ça, en termes de doctrine de maintien de l'ordre, c'est une erreur d'avoir rétabli ces voltigeurs. Et c'est le seul point sur lequel je rejoins un peu Jean-Luc Mélenchon, c'est que je crois que la suppression des voltigeurs par à l'époque, après l'affaire Malik Oussekine, c'était Pasqua et Chirac qui avaient décidé de les supprimer, était une bonne chose. Et je crois que c'est une mauvaise chose d'être revenu là-dessus, parce qu'on l'a vu notamment dans l'affaire des Gilets jaunes. Ça a quand même produit plus d'hystérie et plus de violence que ça n'a créé d'ordre et de Jérôme Dubus vous répondra. Là, on est obligé de marquer une pause parce que c'est l'heure du journal, c'est les infos, l'heure c'est l'heure. Et puis on reviendra sur ce sujet et puis on parlera également de cette altercation hier chez Cyril Hanouna, extrêmement violente entre Yacine Bellatar et Éric Nolot. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, avec aujourd'hui pour débattre et commenter l'actualité Dominique de Montvalon, journaliste politique, Jérôme Dubus, membre de La République En Marche, Noémie Alioua, essayiste et journaliste pour I24 News, et Mehdi Ouraoui, essayiste spécialiste du discours politique. On va revenir sur la condamnation hier de Nicolas Sarkozy à 1 an de prison ferme. Il va faire appel. Les prix du gaz qui augmentent, le Premier ministre qui a annoncé qu'il allait réguler, en tout cas empêcher que cela ait des répercussions sur la vie des Français, et puis l'assurance chômage, cette nouvelle réforme qui entre en vigueur et qui va voir un certain nombre de chômeurs se voir réduire leur allocation. On parlait, alors les coups de cœur, les coups de gueule, on n'a pas fini, Noémie évoquait ce discours, cette conférence de Jean-Luc Mélenchon où il prônait la disparition des BAC et de ce qu'on appelait les voltigeurs qui sont les braves. Vous vouliez répondre, les braves. Je voulais répondre à la fois à Mehdi et à Noémie. Oui. D'abord dire à Mehdi que les voltigeurs de 86 n'ont rien à voir avec les voltigeurs de 2021. C'est pas du tout les mêmes procédés, c'est pas du tout les mêmes formes d'action, et ils ne sont pas armés de la même façon. Les voltigeurs de 86, et c'est ce qui a causé d'ailleurs la mort de Malik Oussekine, les voltigeurs de 86 étaient armés de grandes perches. Et ils passaient dans les rues et ils fauchaient les gens avec leurs perches au niveau des jambes. Ça n'a strictement rien à voir avec les voltigeurs d'aujourd'hui. Donc ne faisons pas d'amalgame sur cette pratique policière. Premier point. Deuxième point, sur ce qu'a dit Mélenchon, et je réponds à Noémie, je partage ce qu'elle a dit, mais il a fait des déclarations la semaine dernière lors du procès de ce groupuscule dit OAS, puisqu'il était témoin. Il a fait des déclarations hallucinantes. Et il a mis en cause les services de renseignement français en disant que les services de renseignement français étaient en clair phagocytés par l'extrême droite française, on ne sait pas laquelle d'ailleurs, et que finalement, ceux qui agissaient au sein des services de renseignement français, donc l'État, privilégiait la lutte uniquement contre les terroristes islamiques et pas du tout les terroristes d'extrême droite. Sous-entendu, il y avait une certaine complaisance de ces services vis-à-vis des groupuscules d'extrême droite. C'est absolument faux. Mais toutes les déclarations de Jean-Luc Mélenchon depuis 2017 vont dans ce sens. Et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, alors je ne comprends pas pourquoi il continue comme ça, c'est la raison pour laquelle il ne dépassera pas les 10-12%, parce qu'il se coupe d'un électorat populaire qui est fragilisé par la sécurité, qui est fragilisé par l'immigration, et qui ne votera jamais Jean-Luc Mélenchon, alors que théoriquement, sociologiquement, elle devrait voter pour Jean-Luc Mélenchon. Il s'est coupé d'un électorat populaire qui ne reviendra jamais. Mais Jérôme, on sait très bien pourquoi il fait ça. Il fait ça parce qu'il pense qu'il peut capter à la place d'un électorat populaire un électorat communautaire. Et on sait très bien que depuis le début, la grande mutation du républicain Mélenchon, du républicain intransigeant Mélenchon, en communautariste,
en ami des indigénistes, en ami même parfois de certains islamistes revendiqués. On sait très bien que cette grande mutation est une mutation d'opportunité. Je ne crois pas qu'il croit une seconde à ce qu'il raconte, c'est triste à dire d'ailleurs. Et d'ailleurs, on voit bien que ces déclarations pour expliquer que l'affaire Mera était un complot, ces déclarations où il répond aux gens sur les réseaux sociaux, le Likoud vous rend fou, ce genre de choses, qu'il rapproche d'un Corbyn en Angleterre, c'est la même stratégie, c'est nous avons perdu une classe populaire, au fond la seule façon de se refaire électoralement, c'est d'aller chercher un électorat communautaire. Mais même ça ne fonctionnera pas parce que cet électorat communautaire ne votera jamais pour Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Au passage, vous avez raison de citer le travailliste Corbyn. Ajoutons tout de suite qu'on voit quel est son destin. C'est-à-dire qu'il a laissé le Parti travailliste en Grande-Bretagne, on est là pour parler de la France, mais dans un état absolument lamentable, et lui, c'est tout juste, il n'a pas pris la direction de la prison. Ouais. Bon, je ferme la parenthèse. Je veux dire deux petites choses. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Jérôme Dubus, c'est ce que vous avez dit, Noémie, donc je ne vais pas vous paraphraser. Je pense simplement que c'est pas utile de rentrer dans mais ça, c'est pas votre fait, dans des analyses qui consistent à dire Mélenchon a tort, sauf sur un point qui que quoi, etc. Moi, je dis que les propos de Mélenchon ne sont sans surprise et ils sont scandaleux. Mais je voudrais simplement vous dire, sauf si j'ai mal entendu Noémie, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, je pense que c'est pas utile. Il y a beaucoup à dire sur Éric Zemmour, mais c'est pas utile dans cette analyse-là, c'est mon point de vue, de citer Éric Zemmour comme si le débat était entre Éric Zemmour. Je ne crois pas l'avoir cité à l'antenne. Mais... Si, vous avez dit, c'est pour ça. Si, je crois que je pense que j'ai pas eu une hallucination. En disant, c'est pour ça que Éric Zemmour aujourd'hui monte. Je l'ai pas dit à l'antenne, mais je vous en prie, écoutez, je vous répondrai. Je veux dire, parlons. Il y a d'autres sujets, mais parlons de Jean-Luc Mélenchon en tant que tel, de son évolution qui n'est pas nouvelle, mais qui s'accentue, et à quel point elle est préoccupante, à quel point nous ne retrouvons pas, quelles qu'aient été nos positions passées, nous ne retrouvons pas le républicain qu'il fut il y a désormais des années et des années. Bon, je me répète pas. J'ai vu surgir brusquement Zemmour. Parlons de Zemmour en tant que tel, mais mélangeons pas les deux choses. C'est pas. Alors, on a des auditeurs qui nous disent vous tapez sur Zemmour pour l'enfoncer, il n'y a personne pour le défendre. Mais appelez 0826 300 300. Moi, je tape pas sur Zemmour. Je suis tout à fait prêt à parler Zemmour. Je pense qu'il faut pas. Pas Zemmour, Mélenchon, pardon. Parce que Zemmour, il y a quand même parlé de Zemmour. Mélenchon, pardon, c'est un. Mélenchon, j'ai des hallucinations à force de voir mes Zemmour partout. Je vois du Zemmour partout. Pardon, c'est taper sur Mélenchon, il n'y a personne qui le défend. Personnel, Mélenchon, je ne veux pas dire que je l'ai beaucoup aimé, mais en tout cas, je l'ai beaucoup admiré. Et en tout cas, c'était un personnage absolument clé de la scène politique dans la fin du mitterrandisme et dans les années qui ont suivi. Aujourd'hui, au minimum, si on est modéré, c'est l'ombre du Mélenchon que nous avons connu, auquel nous avons droit. Voilà. Oui, ce que je voulais dire, c'est que Mélenchon est complètement aveugle aux questions sécuritaires. Les questions sécuritaires qui touchent aussi l'électorat populaire, comme vous l'avez dit. Et ce que je veux dire, c'est que finalement, Zemmour est un symptôme, parce que lui, il réussit à capter toutes ces choses-là qui ne sont pas prises à bras-le-corps par d'autres personnalités politiques. C'est ce que je voulais dire en les mettant en relation. C'était surtout la question sécuritaire que je voulais mettre en relief. Jérôme Dubus, c'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule à Sandrine Rousseau qui commence à m'énerver sérieusement. Pas sur le fond, parce que bon, moi je suis à des... Ah bon ? Vous adhérez à l'homme déconstruit ? Vous êtes un homme déconstruit ? Je suis aux antipodes de ça, évidemment. Ça fait longtemps que l'homme déconstruit. Ou alors j'ai vraiment changé, Valérie, mais bon, on en reparlera. Pas sur le fond, donc... Non, mais parce qu'elle fait ce qu'elle veut, elle défend les idées qu'elle veut, et c'est son droit d'être candidate à la primaire, etc. C'est pas ça que je conteste. C'est la manière dont elle utilise et dont elle se victimise depuis le début de cette campagne de la primaire des Verts. Elle a passé son temps avant le premier tour à se victimiser alors qu'elle n'était pas attaquée. Enfin, je veux dire, elle a fait de la provocation, et un certain nombre de gens lui ont répondu, et c'était fait pour la faire monter. Bon, c'était bien joué en matière de communication sûrement, mais d'abord, elle s'est victimisée, et puis maintenant, elle nous reproche de l'attaquer, ou elle reproche à un certain nombre de gens de l'attaquer. Bon, premier point. Mais depuis dimanche soir, c'est un festival. Ouais. Elle nous dit d'abord que s'il y avait une semaine de plus, elle aurait gagné.
Bon, ok, alors Sarkozy avait dit la même chose en 2012 en disant si j'avais une semaine de plus, j'aurais battu Hollande. Bon, ok, mais si ma tante en avait, voilà, hein, ok. Bah oui, mais attendez, c'est un peu ça. Elle serait construite. Premier point. Deuxième point, elle nous dit qu'elle a signé un engagement en disant, ils ont tous signé un engagement en disant, on va soutenir celui qui est en tête, oui, bien sûr, et celui qui va gagner la primaire. Et aujourd'hui, elle est en train de dire, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Je l'ai rencontré, c'était pas satisfaisant. Il répond pas à mes questions, il veut pas m'intégrer dans son dispositif. Bref, elle est en train. Alors c'est leur problème interne. Moi, je m'en fiche un peu de leur problème interne, mais elle est en train de jeter sur la classe politique un rejet supplémentaire de gens qui ne respectent pas leurs paroles. Et ça, je trouve ça très grave. Il y a eu une primaire verte, on en pense que l'on veut, qui s'est plutôt pas mal passée. Il y a eu 120 000 personnes qui ont voté, c'est plutôt un succès. Et elle est en train de jeter l'opprobre sur un réflexe démocratique. C'est d'ailleurs assez hallucinant parce qu'elle nous dit qu'elle fait de la politique autrement. Et là, elle est en train de revenir aux vieux réflexes politiciens tels qu'on les connaissait auparavant. Je lui dis un peu d'humilité, arrêtez votre ego surdimensionné et rentrez dans le rang. Est-ce que là vous donnez, alors vous n'êtes pas LR, mais Xavier Bertrand aussi, d'une certaine manière aujourd'hui, hier, a clairement claqué la porte. Oui, sauf que la primaire n'a pas eu lieu, elle n'aura d'ailleurs pas lieu parce que c'est un congrès, donc on peut en parler tout à l'heure. Il a dit j'irai quoi qu'il en soit. Oui, d'accord, mais Rousseau a pris l'engagement formel et écrit de soutenir celui qui était arrivé en tête. Et aujourd'hui, elle nous dit l'inverse. Alors, l'électeur lambda, quand il voit ça, il vous dit, mais regardez, vous êtes tous pareils, la classe politique, vous prenez des engagements, vous ne les respectez pas. Oui, c'est quand même hallucinant. Jérôme, est-ce que c'est... Le problème, c'est est-ce que c'est totalement faux ? La vraie question, c'est est-ce que cette classe politique, fondamentalement, aujourd'hui, n'a pas atteint un niveau de déliquescence qui nécessite non pas un grand coup de balai, mais un grand coup d'air frais. Après, est-ce que Sandrine Rousseau est vraiment représentative de toute la classe politique ? Je crois que c'est un élément perturbateur. Moi, j'aimerais la remercier d'exister, parce qu'elle nous a beaucoup fait rire. Noémie, je vais finir là-dessus, mais juste, on a un vrai désaccord là-dessus. C'est que je crois que Sandrine Rousseau est exactement représentative de la vieille politique. C'est-à-dire que on a, et je vais vous dire, moi, le soir du résultat Jadot-Rousseau, c'est pas très compliqué. La première chose que j'ai écrite, c'est ça commencera par j'ai fait 49%, il faut que tu radicalises ton programme. Ça continuera par des offs auprès des journalistes contre le candidat et ça se terminera par le ralliement à un autre candidat. Et je vais vous dire pourquoi, parce que tout ça, moi, je l'ai vécu et je l'ai vu. Ça s'appelait la campagne de Benoît Hamon, ça s'appelait la campagne à certains égards, à certains moments de François Hollande, mais enfin heureusement. Oui, mais les gens en ont marre de ça. Les gens en ont assez. Et ça s'appelait la candidature de Ségolène Royal. Et en fait, à chaque fois, et on peut retrouver la même chose à droite. Et donc, malheureusement, moi, ce qui me désespère un peu dans cette affaire, c'est que dans le wokisme, il y a une hypocrisie qui est quand même exceptionnelle. C'est que quand même, ces gens sont dans une pureté idéologique, une pureté morale, exigent une pureté morale de tout le monde, etc. Mais enfin, ils peuvent se permettre absolument ce qu'ils veulent. C'est bien ce que je veux dénoncer, c'est qu'elle nous dit qu'elle veut faire de la politique autrement, et elle retombe dans les vieilles tambouilles. C'est lamentable. Ils passent leur temps à expliquer qu'il faut qu'on surveille le moindre de nos mots, mais enfin, elle a signé un engagement qui est un engagement ferme autour de la plateforme d'Europe Écologie Les Verts, et aujourd'hui, on entend quelque chose qui est digne, au fond, de Manuel Valls ou de François de Rugy lors de la dernière primaire du Parti Socialiste en 2017. Et ce qui est quand même désespérant, c'est que comme le wokisme a plutôt la carte dans les médias de gauche aujourd'hui, et que c'est difficile de dire les choses de façon claire, nette et précise, c'est que personne ne dit, mais au fond, Rousseau et Valls, même combat. C'est-à-dire que c'est la trahison d'un engagement donné au moment de participer à une primaire. Et à certains égards, je préfère l'attitude de Xavier Bertrand qui dit « Moi, je ne veux pas participer à une primaire, je veux être candidat à l'élection présidentielle. » Au moins, ça me paraît plus clair. Mais là, il y a quand même quelque chose d'assez fou dans cette hypocrisie complète. Donc vous êtes d'accord avec Jérôme Dubus. On va marquer une pause. Je vous donne la parole, Dominique de Montvalon. Et c'est intéressant, effectivement, comme débat. On y revient tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. On est ensemble avec vous jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec Dominique de Montvalon, Jérôme Dubus, Noémie Alioua et Mehdi Ouraoui. Donc Dominique, vous vouliez réagir à ce que disait Jérôme Dubus à propos de Sandrine Rousseau. Est-ce qu'elle est effectivement le symbole de ce qu'est aujourd'hui la politique, une sorte de guerre des égos? Je voudrais dire à Jérôme Dubus en face que je suis d'accord avec lui, mais qu'il y a plus grave encore dans le cas de Sandrine Rousseau que le fait qu'elle ne veuille pas respecter,
on va voir la suite, mais l'engagement qu'elle avait pris initialement. Elle est battue certes de peu, elle doit respecter l'engagement pris, sauf à prendre la tangente et aller du côté de, comme certains le suspectent, du côté de Mélenchon. Il y a une personne très influente, en tout cas médiatiquement, c'est Alice Coffin, qui est une des adjointes d'Anne Hidalgo et qui est très proche de Sandrine Rousseau. Et Alice Coffin, parlant au nom de Sandrine Rousseau, quelque part, juste après la défaite de peu, certes, a dit quand même, en substance, à Jadot, mais il faut que tu te retires, je ne sais pas si elle le tutoie, il faut que vous vous retiriez. Et au nom de quoi? Mais le vent de l'histoire avec un grand H, il souffle en notre faveur. Vous êtes, je traduis à ma façon, vous êtes l'élu de peu d'un monde qui s'écroule. Et elle lui a demandé de se retirer. Bon, il n'a pas accepté, mais attendez, là, mais ça en dit très très long sur ce qui se passe. Certes, non pas dans l'immense armée potentielle de ceux qui aiment l'écologie et seraient prêts à voter pour un écologiste responsable, mais dans la secte verte, il se passe des choses hallucinatoires. Donc certes, cher Jérôme, je partage votre étonnement et votre indignation sur le fait qu'elle ne respecte pas l'engagement qu'elle a pris, mais ils tiennent autour d'elle et elle-même ne les désavouant pas, des propos, mais complètement dingue. On n'est plus en démocratie. Je n'ai pas été le dernier à réagir à ces propos avant le premier tour. J'entends bien. Alors c'est pas contradictoire. Anne-Noémie, il me semble que vraiment toutes ces questions-là, c'est-à-dire de l'écologie dite radicale, du néo-féminisme, ça reste très anecdotique. Ça reste très loin des préoccupations des gens au quotidien. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'influence. On voit très bien Alice Coffin, etc., avec son livre sur le génie lesbien qui diffuse ses idées dans la société, qui est très écouté, qui a véritablement un pouvoir. Mais je pense que malgré tout, en dehors de l'épiphénomène médiatique de ces idées-là, elles n'infusent pas dans la société. Les gens ils sont complètement imperméables à tout ça. Mais vous avez vu, je dis juste ça, vous avez vu l'écho médiatique qui a été donné à l'ensemble de la campagne de la primaire. Ce sont les journalistes qui s'y intéressent. Attendez, ça finit par déboucher sur une question. Je pense que tout le monde a compris. Dominique, votre coup de gueule. Ah oui, on reste encore avec les Verts. J'ai hésité parce que les coups de gueule, je sais que... On a des occasions. Je voulais faire un coup de gueule bref contre Julien Bayou, qui est le leader des écolos à l'hôtel de ville, qui a traité Nicolas Sarkozy de voyou. Alors, je veux dire, c'est minable. C'est minable. On va pas rouvrir la discussion sur Sarkozy, qui fait appel, qui a été condamné plusieurs fois, etc. Voilà. Non, mais on va en parler. Je dis, c'est minable. Et je pense que M. Bayou, incapable d'arbitrer, puisqu'on vient d'en parler, entre Jadot et Rousseau, cherche une porte de sortie pour montrer qu'il a des muscles. D'accord, ok. Mais c'est minable. Attendez, non, c'est... Vous savez, Dominique, je vous rassure, c'est pas la première fois, et ça venait d'autres parties. De la part de Bayou ? Non, de la part de Bayou, c'est pas la première fois, mais moi j'ai assisté, quand Charles Pasqua est décédé, à une scène hallucinante à l'hôtel de ville, où les élus communistes se sont permis, pendant la minute de silence, parce qu'il y a une minute de silence, voilà, qui avait été demandée, se sont permis d'invectiver la mémoire de Charles Pasqua et de quitter la salle. Bon, voilà, si vous voulez, c'est hallucinant ces procédés. Et d'ailleurs, les Français ne les aiment pas, ces genres de procédés. On respecte les personnes, on n'est pas d'accord, on les conteste, voilà. Il a très exactement dit, il a salué la racaille, la condamnation de la racaille Nicolas Sarkozy. Il a utilisé le mot voyou. Non, il a utilisé, Dominique de Montballon, pardon, il a utilisé le mot racaille, qui était une référence au mot que Sarkozy avait lui-même utilisé. C'est encore pire. Je retrouverai le mot voyou. Non, mais attendez, c'est encore pire, racaille. Sarkozy n'étant pas décédé, je lui souhaite de vivre le plus longtemps possible, évidemment, mais enfin, on n'est quand même pas obligé de le traiter comme un saint avant sa mort. Mais attendez, il y a un choix entre saint et voyou.
Et manifestement, les juges français, les juges de la République en ont décidé autrement. Bravo. Voilà. Bon, donc on est quand même pas obligé. C'est pas le terme racaille n'est pas adéquat. Enfin, un peu de dignité. Mais moi, je crois. Mais Jérôme, alors pour aller jusqu'au bout, moi je crois qu'effectivement les responsables politiques devraient éviter de se traiter de racaille les uns les autres. Bon bah voilà. Mais attendez, je crois que l'un de ceux qui malheureusement a ouvert la porte à une dégradation du discours politique, et à une dégradation de la tenue politique, et une dégradation du style politique, pardon, mais enfin je crois que Nicolas Sarkozy a quand même contribué amplement pendant son quinquennat par sa tenue, par ses excès, par un certain nombre de mots. Carla et moi, c'est du sérieux. Mais c'est réglé, il sera plus candidat, il va être condamné en appel et tout. Non mais qu'on dise que la on n'est pas obligé d'employer ce vocabulaire. On n'est pas obligé d'être amnésique. Monsieur Bayou pas tous en même temps. Et le monsieur Bayou n'a pas l'air de connaître le fonctionnement de la justice, puisqu'il y a eu appel, et que lorsqu'il y a appel, on est présumé innocent. Ouais. Donc le terme racaille non seulement est complètement déplacé, mais juridiquement est totalement inexact. Je maintiens qu'il l'a traité de voyou. Ou voyou, racaille. Bon, allez, on va parler de Nicolas Sarkozy dans un instant, mais on va marquer une toute petite pause. À tout de suite. Les débats avec vous, alors on prend des libertés, mais c'est bien aussi avec le programme parfois. Moi, je ne veux pas tout forcément toujours très inspiré, mais là, je trouve que ce débat est intéressant. Donc, vous avez retrouvé, Dominique, dites-le quand même à Mehdi Ouraoui, vous avez retrouvé le tweet, c'est un tweet de Julien Bayou, qui parle de voyous, très clairement. S'adressant à plein de choses, il salue une justice indépendante qui ne craint pas les puissants, ça m'amuse, mais bon, il a le droit à la jeunesse. Ces voyous, parlant de Sarkozy, ont abîmé la chose publique, ils sont en train de disparaître lentement mais sûrement, et nous avons besoin de vous pour les mettre à l'écart et tout reconstruire. Ça, c'est d'autant plus hallucinant que Julien Bayou a été l'organisateur de la défaite. Par scrupule, je voulais dire que je n'ai pas utilisé le mot voyou en le prenant de nulle part. Julien Bayou a été l'organisateur de la défaite de Nicolas Hulot contre Eva Joly, et on sait comment ça s'est passé. Voilà, j'en dirai pas plus. Donc maintenant, on vient nous donner des leçons sur les voyous, sur la manipulation des votes, sur le bourrage des urnes, ça fait rire, quoi. Non, ça arrive qu'on soit... Mais non, mais ça arrive qu'on soit en désaccord et que ce soit fair play, mais là, vraiment, je suis pas d'accord. Je suis désolé. Parce qu'on est autour de cette table plutôt des gens qui sommes attachés à la rigueur de la loi, à la force de la République, à l'autorité de la police, à l'autorité des institutions. Moi, j'y suis très attaché. Oui. Et alors, je suis désolé, mais enfin, je n'ai pas envie que le président de mon pays soit condamné. Malheureusement, c'est arrivé avec Chirac. Voilà, bon, son âme. Je n'ai pas envie que le président de mon pays soit condamné 2 fois en 1 an. Je n'ai pas envie que le président de mon pays ait un secrétaire général, ancien ministre de l'Intérieur. L'ex-président, quand même. Hein. Oui. Mais je n'ai pas non plus envie que le président de mon pays, en exercice, dise des mots comme casse-toi pauvre con, comme la princesse. Oui, c'est exactement le problème, c'est que dès qu'il s'agit de gens qui ont un peu de pouvoir et dès qu'il s'agit de gens, pardon, mais enfin, qui sont dans un certain milieu, il faudrait, après un certain temps, considérer qu'au fond, il faudrait tout oublier. Mais c'est l'inverse, il a été condamné précisément. Il en prend plein la gueule. C'est exactement l'inverse. Il n'en prend pas du tout plein la gueule, pardon, mais enfin, pour les mêmes faits, un citoyen lambda serait en prison. Lui, il va être... Non, c'est l'application de la peine du code pénal et elle a été appliquée de manière maximale. Mais non, mais ça suffit, la tolérance zéro pour les uns et la tolérance de tout pour ceux qui, malheureusement, devraient être les l'inverse qui se passe. Mais c'est l'inverse qui se passe. C'était précisément l'inverse qui se passe. Et le jugement va même au-delà des réquisitions du parquet, qui réclamait 6 mois. Dupont va prendre des millions, demandez-lui ce qui va lui arriver. Non, je suis pas d'accord avec toi. D'ailleurs, il y a eu un changement de la justice il y a un certain nombre d'années qui, aujourd'hui, n'hésitent pas à condamner les politiques qui ont fauté. Regardez l'affaire Fillon. L'affaire Fillon, en première instance, il est condamné à la peine maximale. Les 2 affaires Sarkozy, entre guillemets, il est condamné à la peine maximale. Donc à chaque fois, aujourd'hui, les juges appliquent le code pénal et appliquent les sanctions. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de gens qui passent au travers des mailles du filet. Il y a un certain nombre de gens qui nous écoutent dans leur voiture en ce moment. Oui. Je leur propose de se garer, de nous appeler pour nous dire si, au dernier radar qu'ils ont grillé, on leur a dit attendez quelques années et puis au fond... Non, mais ça, c'est ridicule à lorgnette. Excuse-moi. C'est de la démagogie. Vous pouvez pas faire. Moi hier j'ai poussé un coup de gueule contre Assa Traoré qui peut rentrer dans le palais de justice, invectiver les policiers, hurler, intimider et rien.
Alors vous allez-y, Mehdi, vous au palais de justice et hurler votre colère. On ne peut pas dire aujourd'hui que les juges ne condamnent pas les hommes politiques qui ont fauté, c'est exactement l'inverse. Noémie, je voudrais qu'on parle quand même aussi de la condamnation, même si c'est compliqué d'en parler. Justement, c'est très compliqué de commenter vraiment la décision judiciaire. On ne connaît pas tous les détails, c'est une affaire qui a été extrêmement complexe. Personnellement, je ne me risquerais pas à dire si c'est une bonne ou une mauvaise décision. Ce qui est intéressant, je pense, c'est de voir, et on en parlait juste avant, de voir combien les Républicains ont fait bloc autour de lui. Tous les ténors, ou presque du parti, eh bien, se sont rangés derrière lui, l'ont soutenu ouvertement, publiquement. Pécresse, Ciotti, Bertrand, Jacob, ils ont tous fait des tweets. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Nicolas Sarkozy, malgré toutes les casseroles, malgré les affaires, malgré le temps, malgré le fait qu'il est complètement raté aux dernières élections présidentielles, on voit qu'il conserve de l'influence, il conserve du pouvoir. Et donc, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que, finalement, sa carrière politique n'a pas encore un avenir demain. Est-ce qu'il ne pourrait pas revenir ? Je pense qu'il pourrait nous surprendre. Avec les condamnations, ça risque d'être compliqué. Il a dit qu'il irait jusqu'au bout, en tout cas. Mais oui, il irait jusqu'au bout, mais je veux dire, le fait qu'il ait autant d'influence aujourd'hui, il y a encore très très peu de personnes aux Républicains qui font encore l'unanimité comme ça. Ils se déchirent tous plus ou moins. Avec cette nuance, Noémie, ils l'ont absolument massacré lors des primaires de l'UMP. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il n'est même pas été au deuxième tour. Parce qu'ils étaient rivaux. Ils sont d'autant plus aimables avec lui aujourd'hui que c'est peut-être l'inverse, c'est qu'ils sont d'autant plus aimables aujourd'hui qu'ils considèrent tous que finalement il n'a aucun avenir. Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire et j'ajouterais ceci, c'est que les marques d'amitié, je cite entre guillemets, qui sont venues de la quasi-totalité, pas la totalité, mais la quasi-totalité des dirigeants LR sont des marques d'amitié qui ne correspondent à aucune prise de position sur le fond de l'affaire et qui a amené devant les tribunaux Nicolas Sarkozy. Donc relativisons. Maintenant, juste une chose, c'est qu'évidemment, si vous dites qu'il a de l'influence, qui que ce soit peut le dire, il a l'influence qui tient à son passé, qui tient à sa personnalité et qui tient aux défaillances de ceux qui n'arrivent pas à prendre le relais au sein de la droite républicaine. Ils sont tous allés le voir. Jérôme Dubus. Autant moi sur l'affaire qu'on l'a qualifié l'affaire Bismuth, j'avoue que c'était extrêmement tiré par les cheveux et je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, mais je trouve que là effectivement la condamnation était un peu dure. Je ne sais pas ce qu'a fait Nicolas Sarkozy, je trouve que c'était un peu disproportionné. Mais autant sur l'affaire Huyghe-Malion, quand vous lisez attentivement ce qui s'est dit et quand vous lisez attentivement le jugement, et les faits sont avérés. D'ailleurs, Jérôme Lavrieux, qui était directeur adjoint de la campagne de Nicolas Sarkozy, hier, enfin en tout cas, et je crois qu'il a confirmé ce matin qu'il a dit qu'il ne ferait pas appel. Finalement, il fait appel. Il a changé par rapport à hier. Il a dit hier que le juge avait établi ce qu'il avait dit. C'est quand même extrêmement... Quand vous avez un prévenu qui dit ça, c'est quand même assez étonnant. Personne ne le dit. Donc, sur le fond, je crois que personne ne conteste qu'il y a eu un dérapage, et que les fonds, enfin les comptes de campagne ont été multipliés par 2. Mais aujourd'hui, pour essayer d'expliquer ce qui s'est passé chez LR et toutes ces réactions, on est dans un contexte un peu particulier puisqu'on est à l'avant-congrès et que le Congrès, les militants vont voter. Les 80 000 militants vont voter et que sur ces militants, effectivement, Sarkozy conserve encore une influence non négligeable. Et il peut être faiseur de roi ou de reine, je ne sais pas. Voilà. Donc ça explique un peu les réactions d'hier et d'aujourd'hui. Absolument. Je voulais vous faire écouter cette séquence, un extrait d'une séquence absolument surréaliste hier dans l'émission de Cyril Hanouna, un face-à-face entre Éric Nolot et Yacine Bellatar, une violence absolument sidérante entre les deux hommes. Écoutez un tout petit extrait. La condescendance du petit facho, juste pour aller. Allez, Yacine, allez. Moi, j'ai décidé, de manière claire. Allez, c'est bon, Eric. Mais vraiment, je commence à en avoir ras le cul. Tu ne vas pas me traiter de facho toutes les 5 minutes. Tu ne vas pas me traiter de facho toutes les 5 minutes. S'il vous plaît, arrêtez, ça suffit. Ça suffit. On est dans le dialogue ici, s'il vous plaît. Non, facho, c'est pas dans le dialogue. Allez, ça suffit, s'il vous plaît, juste pour aller au bout, pour prouver à quel point peut-être j'avais touché quelque chose. Non, mais simplement, tu n'as pas tous les droits ici. Tu n'as pas le droit de me traiter de facho. Je peux aller au bout. Prévenu. Non, mais je peux aller au bout. Je t'ai prévenu. Au bout de quoi? De ta connerie? Et jamais on en verra le bout. Jamais on en verra le bout. Tu sais rien des gens et tu les traites de fachos. Arrêtez de vous traiter les uns les autres. C'est insupportable. Arrête-toi. Allez, s'il vous plaît. Arrête-toi, ça suffit. Mais je vais au bout. Allez, Yacine. Si tu veux, on parle derrière, il n'y a pas de souci. Je vais aller au bout.
Voilà, donc c'est une... c'est fleuri. C'est fleuri, mais c'est quand même l'expression d'une violence qu'on ressent tous certainement au quotidien, mais cet affrontement est indigne d'une émission de télévision. Oui, alors écoutez, moi ça me rappelle un peu les émissions de Michel Pollack. Si, alors il y avait un autre niveau, intellectuel, mais les gens s'excitaient aussi très rapidement et les gens partaient du plateau. Donc c'est très généreux là. Non mais là, ils ont failli en venir aux mains quand même. Chez Pollack, c'était la même chose. Enfin, Gainsbourg avait failli en venir aux mains, etc. C'était des lettrés quand même. Voilà. Mais c'était d'un autre niveau, je l'ai dit. C'était d'un autre niveau intellectuel. Voilà. Oui, oui, alors allez-y, Mehdi. Noémie, je vous en prie, pardon. Non, mais bon, moi, peut-être je voulais raconter ce que j'avais raconté hors antenne, c'est que avec un ami, on avait été agressé il y a 3 ans à Paris par Yacine Bellatar et j'avais senti quelqu'un de vraiment, vraiment violent. On l'avait croisé dans la rue, dans le quartier de l'Opéra, et il avait dit à mon ami, je vais t'égorger. Il avait la main dans la poche, donc je me suis dit, il a un couteau, et j'avais senti dans les yeux quelqu'un vraiment de prêt au passage à l'acte. Et c'est peut-être en cela qu'il y a une vraie différence avec les émissions de plateau, même avec la violence des idées qui pouvait y être attachée dans le passé. Là, je pense que même en dehors du plateau, il peut y avoir de la violence, et c'est peut-être ça le problème, c'est-à-dire que c'est pas du tout des affrontements idéologiques, des combats d'idées, ou même parfois quelques empoignades polies. On a affaire là parfois, et je pense surtout dans ce cas de Yacine Bellatar, à quelqu'un qui peut être potentiellement violent. Je rappelle que plusieurs plaintes ont été déposées contre lui pour harcèlement moral. Il y a beaucoup d'affaires qui ont été révélées. Il nous avait agressé parce que cet ami-là, qui est par ailleurs journaliste, on lui avait dit qu'il était islamophobe par ses prises de position, qu'il était raciste, islamophobe, et donc que ça méritait de l'agresser comme ça. Je pense que c'est quelqu'un qui peut être dangereux, et ça c'est... Oui, Dominique, moi je trouve cet échange... Cette séquence est saisissante. On connaît les logiques de Cyril Hanouna qui de temps en temps nous propose des débats musclés mais révélateurs et intéressants. Là, dans le cas précis, c'est absolument indécent. Premièrement, c'est absolument indécent. Deuxièmement, l'excommunication de Éric Nolot par Yacine Bellatar, je me contenterai de dire, mais d'où parle Bellatar pour excommunier des gens comme ça? Et excommunier, c'est un mot extrêmement faible. Et puis, troisième point, la comparaison. Je suis désolé, Jérôme Dubos, je vous trouve très généreux dans la comparaison avec Pollack. Certes, il y avait des logiques vues de loin qui pouvaient se ressembler, mais là, on est dans quelque chose de très différent. Très différent, me semble-t-il. Il y a une violence dont on ne mesure pas ce qu'elle peut être dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, et sur quoi elle peut déboucher. Il y a quelque chose. J'ai dit que c'était indécent. Enfin, moi, ça me donne le haut le cœur et des frissons, parce que cet exemple est très significatif d'un certain climat qu'entretiennent et nourrissent un certain nombre de responsables. C'est pas possible, c'est pas admissible. On n'est plus en République là. J'espère que Cyril Hanouna, présentera des excuses, puisqu'il a une émission tous les jours, donc en fin d'après-midi, présentera des excuses pour avoir organisé le débat sur ces bases-là et l'avoir laissé se développer de cette façon-là. Non, mais il y a effectivement une tension. Juste pour terminer et répondre à Dominique, juste un mot. Il y a une tension dans la société française qui est effectivement extrêmement forte, et on vient d'en avoir un exemple. Mais la vie politique française n'est pas plus violente qu'elle ne l'a été. Ça, je m'inscris. Mais non. Reprenez toutes les déclarations, reprenez l'histoire de la vie politique française. Il y a eu des affrontements physiques qui ont débouché sur des morts. Enfin, voilà. Je vais pas vous faire l'histoire. Je vais pas vous faire l'histoire des ligues en France, par exemple. C'était beaucoup plus violent. Laissez parler Mehdi Houraoui. La vie politique et médiatique est effectivement plutôt moins violente que quand les gens s'affrontaient au duel. Mais le climat politique dans le pays est infiniment plus violent qu'il y a quelques années. C'est évidemment que les responsables politiques se parlent de façon plus respectueuse qu'il y a quelques années. En revanche, les Français, dans leur ensemble, sont à un niveau de tension quand même avec le Covid,
On voit. Quand même. Bon, c'est ce que je viens de dire, exactement. Alors, Mehdi, quand j'entends Jérôme parler de Polak à propos d'Hanouna, ça fait attendez, repassez les émissions, vous verrez la violence qu'il y avait dans les émissions. Il faut pas confondre quand même les Marseillais à Dubaï avec l'heure de vérité. C'est-à-dire là, on est quand même dans un. On est quand même. Polak, c'était pas l'heure de vérité. Jérôme, je vais dire un mot. Je trouve que ce qui m'interpelle le plus dans ce qu'on vient d'entendre, c'est quand même la mise en scène. Et c'est comme ça la responsabilité d'Hanouna. C'est qu'on voit bien que là, on a deux personnes. Alors Nolo a l'air plutôt sincère dans son indignation. Bellatar, moi j'ai été menacé par Bellatar il y a quelques années. J'ai été insulté par Bellatar il y a quelques années. Moi aussi, je pense qu'il a insulté beaucoup de monde, ce garçon, mais qu'il avait l'air assez terrorisé face à Nolo, qui avait l'air assez prêt à en découdre avec lui. Mais enfin, tout ça n'est qu'un match de catch organisé par Hanouna. Et quand même, moi, ce qui m'inquiète, c'est quand même la responsabilité des médias aujourd'hui, dans le rôle d'allumette qu'il joue autour d'un baril de poudre qui est quand même bien rempli et qui est quand même à bloc aujourd'hui. Et je crois que quand le climat dans le pays est celui-ci, je ne suis pas certain que le format des émissions d'Hanouna, après il fait ce qu'il veut, c'est une chaîne privée, il a tout à fait la liberté de s'exprimer comme il le veut, etc. Mais enfin, il faut quand même à un moment donné porter une responsabilité personnelle. Et quand on parle par exemple du phénomène Zemmour, moi je vois bien quand même que se cachent sous la couverture et se cachent sous le tapis désormais tous ceux qui ont fait monter Zemmour pendant des années. Et qui a fait monter Zemmour pendant des années? Ça n'est pas Bolloré, ça n'est pas le méchant Bolloré, le nouveau méchant désigné par la gauche française, c'est le service public quand même, qu'il a mis à l'antenne pendant 5 ans à des heures de grande écoute sur le service public. C'est les députés UMP qui ont continué à l'inviter après sa première condamnation pour incitation à la haine raciale. Et on voit bien que ce sont en réalité des institutions qui ont permis à Zemmour de s'installer dans le débat public comme il le fait. Et ce ne sont absolument pas des chaînes privées comme CNews, comme Bolloré, etc. Et donc je vois bien qu'il y a quand même une volonté d'un certain nombre d'influenceurs, de leaders d'opinion, de s'exonérer de leurs responsabilités. Hanouna est une allumette lâchée dans la nature. Est-ce que vraiment, dans le climat qui est celui-ci, le CSA doit continuer à le laisser faire absolument n'importe quoi? C'est une question qui se pose. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le fait que ce soit les institutions qui ont fait monter Zemmour. À mon sens, c'est la gauche, c'est la censure, c'est l'obsession. C'est à force justement de ne pas vouloir parler de certains sujets, à force d'insulter les gens, à force de leur dire qu'ils sont racistes, à force de ne pas laisser certains sujets émerger dans les débats publics. C'est tout ça qui fait monter Zemmour, c'est tout ça qui fait que Zemmour est aujourd'hui à la place qu'il est. C'est la haine constamment contre lui. Je pense qu'il serait resté peut-être un épiphénomène, ou en tout cas quelque chose, il serait resté un éditorialiste à sa place, comme il y en a d'autres, si justement il n'y avait pas eu cette obsession de la gauche contre lui. Et c'est ça aussi, je pense, qui a participé au fait qu'il ait la place qu'il a aujourd'hui. Mais Nicolas Sarkozy disait Zemmour est le symptôme du vide dans notre démocratie. C'est une formule assez juste. C'est plutôt ça. Je trouve la ligne de Sarkozy est tout à fait exacte là-dessus. Enfin, l'analyse. En réalité, c'est la vacuité de la classe politique qui fait monter Zemmour. Alors, c'est entretenu par un certain nombre de médias parce qu'on lui offre une tribune. Mais je vous rappelle que Le Suicide français, donc son premier ouvrage à succès en tout cas, est paru en 2014, qu'il en a vendu 500 000 exemplaires, et qu'à l'époque, il n'était pas poussé par les médias outre mesure. Donc c'était déjà... Non, il n'avait pas... Il n'avait pas sa tribune sur CNews tous les soirs, etc. Et en 2014, 500 000 exemplaires, il a battu tous les records de vente. C'était déjà un phénomène. Et la classe politique actuelle ne l'a pas compris. La classe politique actuelle ne l'a pas compris. Encore à parler d'Éric Zemmour. Parce que Nolo, c'est ça. On est parti de Yacine Bellatar, de cet affrontement. Mais il y a une responsabilité d'inviter un type. Vous êtes 4 sur ce plateau. Il y en a 2 qui ont déjà été menacés et assez durement par Yacine Bellatar. Quand on regarde son. Après Valérie, moi je suis pas favorable quand même à ce que Nolo en vienne au point. Non plus. Non, mais ils ont la responsabilité. Plus favorable à ce qu'il en prenne plein la gueule. Nolo aussi. Enfin, si vous êtes traité de facho, moi ça m'est arrivé 50 000 fois, d'être traité de facho, c'est pas pour ça que j'ai quitté le plateau ou l'émission. Enfin, c'est ridicule aussi, il faut se calmer. C'est pas pour ça qu'on s'est battu non plus. Non. Ça dépend d'où ça vient. C'est quand même une insulte qui est difficile à supporter, parce qu'on sait que c'est l'antiracisme qui est aujourd'hui le plus grand danger. Enfin, c'est justement en traitant quelqu'un de raciste. Bah si, bien sûr que si. Aujourd'hui, c'est sous le couvert d'antiracisme qu'on insulte les gens. Je crois que par
exemple, l'islamisme terroriste est un très grand danger. Je crois que l'extrême droite est un très grand danger, mais je crois pas que l'antiracisme soit l'un des plus grands dangers. Si, je pense que si, parce que quand vous mettez cette cible sur quelqu'un, quand vous dites que c'est un raciste, et ben ça permet ensuite aux autres de pouvoir se déchaîner sur cette personne je crois pas que sans ce soit limite. Un antiraciste. C'est l'insulte, c'est l'une des insultes les plus graves aujourd'hui. Je crois pas que Mera est un antiraciste, par exemple. Non, non, ça, on est d'accord. On y revient dans un instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Les débats continuent jusqu'à midi avec vous sur Sud Radio. On a un auditeur qui dit facho, le mot qui coupe toute discussion. Si on veut continuer un petit peu sur à couper toute discussion. Sur ce sujet. On n'a plus besoin d'argumenter, on n'a plus besoin d'opposer des arguments. Il suffit d'insulter et c'est suffisant. On le voit bien dans le débat public que c'est ce qui revient très souvent et c'est ça, dramatique. C'est pas nouveau. Enfin, excusez-moi, mais non, c'est pas nouveau. Mais je pense pendant qu'il y a quand même des années, la gauche a invectivé une partie de la droite en disant que c'était des fachos, que c'était des pétainistes, etc. D'ailleurs, ça recommence encore aujourd'hui. Ce sont les mêmes, c'est le même héritage qui recommence. Donc ça, c'est pas nouveau du tout. Maintenant, c'est beaucoup plus violent, j'allais dire verbalement, avec des personnages qui ont une culture extrêmement limitée. C'est ça qui est choquant. Oui. Dominique ? Je dirais que les fachos, ils existent, les vrais fachos, ils sont très peu nombreux. Et ils ne présentent aucun intérêt. On peut les surveiller du coin de l'œil, c'est d'ailleurs ce qui se passe. Mais quand on traite de fachos des tas de personnages publics ou de journalistes ou d'éditorialistes ou d'hommes politiques d'abord, ou de femmes politiques, etc., l'objectif est de les faire taire. Ils posent des questions dérangeantes et aux questions dérangeantes, on peut donner des réponses d'ailleurs contradictoires. Les uns donnent une réponse A, les autres donnent une réponse B, mais il s'agit de les faire taire. Ouais. Donc on a un climat aujourd'hui que révèle cet abus du mot facho. Facho, tais-toi, on ne veut plus. Tu t'en vas. Non mais c'est pas nouveau. Combien de fois la gauche c'est pas nouveau, on peut relever que ça devient de façon en galopade. Combien de fois la gauche a insulté Jacques Chirac en le traitant de facho Chirac? Exact. Combien de fois? Mais combien de fois sous prétexte qu'il était raide, sous prétexte vous êtes formidable parce que sur les différents sujets, pardonnez-moi, je vais un peu vous taquiner, mais je suis sérieux néanmoins. Vous avez tendance à dire c'est pas nouveau, ça s'est déjà produit avec Polak, avec ceci, cela. Bon, on prend la situation telle qu'elle est aujourd'hui. On a l'impression de découvrir des injures et des références et d'une violence sans limite, et c'est pas parce que c'est pas nouveau que ça ne pose pas problème. J'ai pas dit que c'était acceptable. Ce que vous disiez, Dominique, je suis d'accord avec vous vraiment là-dessus, c'est-à-dire que il y a une sorte de relativisme qui fait qu'on ne distingue plus les vrais fachos des personnalités qui disent d'autres choses. Et le problème de ce relativisme-là, c'est qu'on ne fait plus la distinction entre les vrais fachos et les autres. Donc, finalement, tout est mis sur le même plan. Et c'est ça le danger. Ça n'existe quasiment pas. Oui, ça n'existe quasiment pas. Les héritiers de Mussolini, il n'y en a pas. Il y en a encore en Italie, mais il n'y en a pas en France. Vous voyez bien ce que le terme recouvre aujourd'hui. Non, mais c'est d'autant plus curieux que ceux qui sont traités de fachos aujourd'hui, je pense notamment à Éric Zemmour, que je défends absolument pas. Vous citez au hasard. Oui, que je cite au hasard, mais je le cite quand même. Il veut se présenter aux élections présidentielles, et c'est à ce moment-là, donc il veut emprunter la voie démocratique, c'est à ce moment-là qu'on le traite de facho. Or, le fascisme, c'est précisément la négation de la voie démocratique. Mais c'est pour le faire taire. Oui, mais il faut répondre à ce genre d'argument. Là, je suis pas d'accord. Alors, Mehdi Ouraoui. C'est-à-dire qu'il faut distinguer plusieurs choses. Qu'il y ait un appauvrissement de la gauche depuis plusieurs années, qui fait que, comme elle a globalement peu de nouvelles idées à proposer, que ses appareils politiciens sont quasiment tous exsangues, qui ont été quasiment tous détruits par la victoire de Macron, etc., qu'il reste à peu près rien du Parti communiste, qu'il reste rien du Parti socialiste, qu'il reste rien, que là, la primaire des Verts, qu'on le veuille ou non, se passe quand même extrêmement mal, que la gauche ait tendance non seulement à avoir parfois l'invective aux lèvres plutôt que la proposition, ça c'est une réalité. Que par ailleurs la gauche se soit désintéressée, notamment pour des raisons sociologiques, parce que c'était plutôt des cadres supérieurs, se soit désintéressée des sujets qui intéressent les classes populaires. La sécurité, une préoccupation, en tout cas une question autour de l'immigration, évidemment une question autour de l'islam, parce que, qu'on le veuille ou non, il y a eu un attentat en moyenne tous les 3 mois maintenant depuis plusieurs années. Depuis l'affaire Mera, depuis l'attentat contre Rosa Hatorah à Toulouse. Donc les Français, évidemment, sont travaillés par ces questions-là. Mais enfin, pardon, quand on parle de Zemmour, oui, je suis désolé, mais enfin, le terme est tout à fait appliqué. Le terme est tout à fait appliqué. Qu'est-ce que vous dites? Et je vais vous surprendre. C'est la passion, c'est la passion de l'époque. Et je finis mon propos. Et je vais même vous surprendre.
c'est que je trouve qu'il est appliqué, et là, celui qui parle n'est pas l'arabe en moi, n'est pas l'algérien en moi, mais le français. C'est-à-dire que vraiment, quand je l'entends détricoter et massacrer notre histoire, c'est-à-dire que quand je l'entends sur Pétain qui aurait sauvé les Juifs français, quand je l'entends mettre dans le même panier ce fumier de Mera, ce terroriste islamiste de Mera, qui aurait eu du courage, et le mettre dans le même panier parce qu'il voulait se faire enterrer en Algérie, que les enfants de la famille Sandler. Il faut comprendre ce que c'est, les enfants de la famille Sandler, ce sont deux enfants, leur père et leur grand-père qui a été privé, littéralement privé de toute descendance par des coups de fusil mitrailleur par Mera. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Donc, quand Zemmour s'amuse à mettre ces gens-là qui ont été enterrés en Israël et qui donc seraient de moins bons Français selon lui. Sarkozy a dit des choses fortes à ce sujet. Dans le même panier que Mera. C'est pas la peine de traiter les gens de fachos pour ça. Ça n'a rien à voir avec du fascisme. Eh bien oui, je considère que ce sont des propos de fachos. Mais non, ça n'a rien à voir avec du fascisme. Si Zemmour ne s'appelait pas Zemmour, on dirait la vérité, à savoir que ce sont des propos d'antisémites par ailleurs, et que par ailleurs, je suis désolé, mais enfin, il a quand même... Et qu'il a une attitude générale vis-à-vis de la démocratie qui n'est pas une attitude saine. Voilà, point. Bon. Ouais. Un auditeur nous dit Olivier nous dit à force, ce mot facho ne désigne plus rien si ce n'est celui qui n'est pas d'accord lorsque d'aucuns de gauche n'a plus d'arguments. C'est une botte qui n'a plus rien. Ça a été complètement dévoyé par la gauche. D'ailleurs, on vient d'en avoir un exemple. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je n'ai pas fait mon coup de cœur, mais je vous le dis quand même, c'est pour la brigade criminelle qui, depuis 35 ans, a recherché cet homme, le grêlé, et a fini par trouver cet homme qui s'est hélas suicidé puisqu'il ne pourra pas répondre de ses actes ignobles de viol et d'assassinat de deux petites filles. Donc bravo à la brigade criminelle qui ne lâche jamais l'affaire. Voilà, merci à vous. Très bon week-end sur Sud Radio. On se retrouve lundi.